Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève. Louise est une travailleuse d'une manufacture de Lyon, berceau de la soie depuis le XVe siècle. Comme de nombreuses jeunes filles de la campagne des années 1750, elle vient gagner son pain et trouver sa place dans le monde du textile. Éreintée par des journées sans répit, elle remet en cause ses conditions de travail, particulièrement l'absence de pause, ou du moins le court temps de celle-ci. Pour Louise, ce manque de repos est la source de toutes ses souffrances physiques et morales. Elle va vous raconter son histoire. Je suis Louise et j'ai 20 ans. Je travaille dans une manufacture de soie à Lyon. Je suis point née ici. J'ai grandi à la campagne avec ma famille, à travailler la terre aux côtés de mon père. Toute mon enfance, j'ai aidé au champ, porté des sacs, retourné la terre, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je suis là, dans l'atelier, à faire la tâche la plus pénible. C'est le pire des ouvrages, réservé aux filles comme moi venant de la campagne et n'ayant fait aucun apprentissage. Je suis indispensable pour le maître de l'atelier, car je tire les cordes qui permettent de créer le dessin envisagé. Je rêverais d'une autre place, celle de tisseresse. Le seul moyen d'y parvenir est de marier un maître. Au milieu du XVIIIe siècle, Lyon compte plus de 100 000 habitants et abrite une fabrique regroupant plusieurs corps de métiers essentiels. Le nombre d'emplois dans les manufactures est conséquent. Dans cette fabrique, en particulier celle de la soie de Lyon, les femmes sont souvent négligées dans les sources, pourtant, elles représentent plus de 15 000 emplois en 1789. Parmi elles, Louise incarne ces jeunes femmes non apprenties, venues des campagnes, qui jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la fabrique. Néanmoins, ces ouvrières ne disposent d'aucune perspective d'ascension sociale. Le tissage reste malheureusement largement inaccessible aux femmes. Seules quelques dérogations permettent à certaines d'y accéder. Il faut être fille, veuve ou épouse de maître. Les jeunes femmes comme Louise sont donc réduites à devoir épouser un maître pour obtenir un statut et de meilleures conditions. Seulement le mien est déjà marié et je ne peux partir en cours d'année. Ici, on s'engage pour 1 an pour une maudite somme. Pour ma part, on m'a promis 26 livres. Les autres femmes sorties d'apprentissage, elles, ont le droit à 45 livres. Mes conditions sont si rudes que j'ai souhaité partir plus d'une fois, mais je n'aurai pas le droit à mon salaire. Alors je suis bloquée ici, à devoir faire mon dur labeur malgré les contraintes physiques. Depuis que ma camarade de travail et amie Jacqueline Montier est décédée de maladie causée par notre travail, je me demande si le mieux n'est pas de penser à moi et mon avenir et partir d'ici. Les filles comme moi ici ne durent pas longtemps. La plupart de mon âge sont soit mortes, soit infirmes, à force de tirer sur ces cordes. Il faut être debout à 5 heures, quand le jour pointe à peine. Ma journée commence avant même que le coq ait chanté. À 6 heures, je suis déjà à l'atelier, prête à tirer les cordes. L'hiver, c'est un brin moins long, car les jours raccourcissent, mais souvent je finis point avant le coucher de soleil. Au moins 11 heures de labeur chaque jour sans répit. Mon corps en souffre. Mes bras se tordent, s'alourdissent et parfois, il y a comme un poids sur ma poitrine. J'ai du mal à respirer, mais qui s'en soucie ? Pas mon maître en tout cas. Pourtant, c'est le labeur qui me provoque ces problèmes. Lui, tant que l'ouvrage est fait, il ne dit rien. Mon maître s'en contrefiche de mes conditions et ne me laisse peu tranquille. Si le travail n'est pas bien effectué, alors je perçois pas l'entièreté de mon salaire. En fait, j'ai l'impression d'être coincée dans ma situation et que personne n'y peut rien. D'autres filles de l'atelier sont celles dites de la charité. Elles sont apprenties et ont la chance d'apprendre d'autres tâches moins contraignantes physiquement. Elles reçoivent des vêtements et surtout des visites pour vérifier qu'elles ne travaillent pas trop dur et sont respectées. Ces visites, je les ai pas. C'est bien non plus et surtout, j'ai pas de temps pour moi. Je vis ici, je mange ici. Ma vie, c'est la manufacture et rien d'autre. Pour les femmes, accéder à l'apprentissage n'est pas chose aisée. Les filles de maître peuvent en avoir la possibilité et obtenir un contrat, ou encore les enfants de la charité, qui sont à l'origine des enfants abandonnés réaccueillis, nourris et logés, et préparés à un avenir professionnel grâce à ce contrat. Dans le cas de Louise, elle représente le degré le plus bas de l'échelle, puisqu'elle n'a pas accès à celui-ci. Aujourd'hui, on sait que le travail des tireuses de cordes était particulièrement nocif pour la santé. La moyenne d'âge au décès y tournait autour de la vingtaine. Leur contrat de travail ne mentionne pas des temps de pause, rendant difficile l'évaluation précise des conditions de travail. Toutefois, l'absence ou la rareté de ces pauses semble avoir eu un impact direct sur leur espérance de vie. Les pauses ici sont rares et surveillées par notre maître pressé que l'on reprenne nos métiers à tisser.
La principale, si je dois dire la seule, c'est celle du repas à 11h lorsque la cloche sonne. Je suis nourrie par ceux qui m'emploient. Évidemment, ce n'est pas une grande ripaille. Un peu de pain, de soupe, de fromage et parfois les jours de chance de la viande. Je mange dans l'atelier sous le regard réprimant de mon maître. Je m'assieds souvent sur un vieux banc proche de la fenêtre, vu sur ces campagnes qui me manquent tellement. Bien qu'on ne doive pas s'amuser par rire avec les autres filles et éviter les conversations inutiles, je profite lorsque le maître a le dos tourné d'aller les voir. Les règlements de manufacture, en interdisant le rire, les bavardages ou les échanges avec sa voisine de poste, laissent deviner l'existence de formes de sociabilité entre les ouvrières. Les maîtres, souvent présents mais pas tout le temps, permettent par leur absence des relations sociales entre ces jeunes femmes qui cohabitent dans la même fabrique. La ponctualité, elle, est strictement encadrée. Elle structure les rares temps de pause, étroitement mesurés face au temps contraint du labeur. Les espaces de travail sont munis d'horloges, de sabliers, de cloches qui établissent les horaires. Le retour de pause est attendu et les représailles en cas d'absence ou de retard varient entre amende et remontrance. Au-delà de cette pause, il m'arrive parfois de prendre des sortes de temps en cachette de mon maître. Je réduis mon rythme ou me pose quelques minutes, donner quelques mots à ma voisine d'à côté. Ces moments sont rares mais précieux. J'aimerais pouvoir aller m'acheter des vêtements du dimanche, convenables, mais ce n'est que peu raisonnable et je n'ai pas les soldes nécessaires. Il faudrait que mon maître me les avance, mais je n'aurai plus d'argent à la fin de mon année. C'est ce qui arrivait à mon amie Jacqueline. Dès qu'elle en avait l'occasion, son plaisir lors de ses congés était d'aller chercher des vêtements en crédit à notre maître. Elle s'est engouffrée dans des dettes que seul son travail acharné pouvait espérer en rembourser une partie. Elle est décédée après avoir eu des difficultés à respirer, tout comme moi je les ai aujourd'hui, à cause de ce que je respire ici. Les seuls jours de délivrance, c'est ceux que le bon Dieu nous accorde. Ces jours-là, la manufacture est à l'arrêt. Les marchands ne vendent pas. Enfin, des fois, ils enfreignent la règle et travaillent toujours. Pour ma part, comme mes amis, nous nous rendons à l'église. Le dimanche, jour du Seigneur, nous ne travaillons pas, mais aussi à Noël, à Pâques, à la Saint-Jean. Parfois, il nous laisse un répit, parfois non. S'il y a trop de commandes, il fait passer son profit avant le bon Dieu. Nous, on plie les chines sans broncher. Après la messe, je me permets de rendre visite à mes amis et traîner un peu plus autour de mon travail. Je suis heureuse de n'être pas encore mariée. Si j'y l'étais, je devrais m'occuper de mon foyer, les lessives, le ménage, les enfants. Quand j'y pense, certaines, en rentrant de la manufacture, ont encore tout ce travail à faire. Lors de l'après-travail, je dois seulement entretenir le logement qui m'est laissé par mon maître. Heureusement, ma fatigue est si grande que je ne me verrai pas faire plus. Les jours chômés varient en fonction des diocèses et sont multiples, bien qu'au cours des siècles, des tentatives de réforme pour réduire ces jours apparaissent afin de pallier au manque à gagner des jours non travaillés. Les jours de fêtes et dimanches sont en général interdits pour le travail, mais des dérogations de nécessité existent et retirent la possibilité à ces jeunes femmes de pouvoir récupérer un temps libéré. Lorsque le travail est effectivement suspendu, ces journées deviennent l'occasion de sortir de la fabrique, de participer aux festivités, de nouer des liens sociaux. Pour les tireuses de cordes, ces moments sont rares et précieux. Le manque de pause en dehors du travail, combiné au peu de jours véritablement chômés, limite fortement leurs interactions sociales. La plupart sont célibataires, les autres échappent à cette situation par le mariage de leur maître. Lundi, de bon matin, mon corps est lourd, mes bras sont durs comme du bois et mes poumons brûlent encore de l'ouvrage d'hier. Mais point de répit, faut se remettre à l'ouvrage, encore. Encore 5 mois à tirer ces maudites cordes. 5 longs mois avant de pouvoir enfin rentrer chez moi, si Dieu le veut bien. Avec un brin de sous en poche, pas grand-chose, mais de quoi espérer mieux, d'aider ma famille. Parfois je me demande, pourquoi c'est toujours nous, les bons gens de la campagne, qui sont aux tâches les plus dures? Pourquoi c'est le maître qui s'enrichit pendant que nos corps s'abîment? On travaille du matin au soir, on tire, on tisse, on se tue. Et pourtant, c'est pas nous qui profitons de ce qu'on fait. Le bel ouvrage, c'est les messieurs et les dames de la haute qui le portent, et nous, on reste là, la peau rêche et les poumons remplis de poussière. Durant les années de Louise, plusieurs revendications ouvrières éclatent à Lyon, notamment en 1744 et 1745. Ces crises sont très vite calmées par la dépendance de l'emploi dans les manufactures pour survivre et pouvoir manger à sa faim. Un siècle plus tard, ces manifestations représentatives de l'époque de Louise prendront le slogan suivant « Travailler ou mourir ». Ici, Louise souhaiterait de meilleures conditions, notamment du temps pour se reposer. Dans son quotidien, la question de la pause n'est pas un détail. Elle se joue au péril de sa vie. Sur les ondes du passé,
un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève.